Un accident fatal. Le taxi-brousse dérapa sur une centaine de mètres, emporté par la vitesse folle à laquelle son conducteur avait imprudemment abordé le dernier virage à l'entrée de la ville. Ses freins avaient lâché. L'on avait, depuis le lointain, entendu ses pneus usés et lisses longuement crisser sur l'asphalte rendu encore plus glissant par une diluvienne pluie de juillet. Dans un lugubre craquement de vieilles tôles froissées, le véhicule termina sa course infernale sur le bas de l'immense tronc d'un des banténiers bordant la courbure extérieure de la route nationale. Le bruit assourdissant de l'effroyable choc ameuta tout le quartier environnant. Dans la foule curieuse qui s'était spontanément formée sur la scène de l'accident, des femmes en pleurs étaient au bord de l'hystérie devant l'épouvantable spectacle qui s'offrait au regard. Les 6 passagers et le chauffeur étaient coincés pêle-mêle dans l'habitacle écrabouillé du véhicule, tous en sang. Les sapeurs-pompiers appelés peu après, ne tardèrent pas à arriver sur les lieux du sinistre. Non sans peine, ils désincarcérèrent les corps pour les amener à l'hôpital, toutes sirènes dehors. Samba avait dit au revoir à sa famille, tôt le matin de ce mardi 3 juillet 1973, en promettant de revenir à la maison avant la fin de la journée. Il devait se rendre à Dakar pour percevoir sa pension à la pairie de France, en profiter pour faire quelques achats au marché Sandaga et passer dire bonjour à son neveu Matar Diaga Diop. L'oncle et le neveu entretenaient, depuis toujours, des relations de haute estime réciproque qui dépassaient le seuil des accointances simplement et naturellement parentales. Matar était pour Samba, tout à la fois, un fils, un ami intime et un confident. Samba ne pouvait venir à Dakar sans lui rendre visite, ne serait-ce que pour une petite heure à son bureau, à défaut de passer quelques jours chez lui, dans sa cossue et accueillante villa du boulevard du Centenaire. À la maison familiale, quand 18 heures sonnèrent à la pendule du salon, l'on ne s'inquiéta pas outre mesure du fait que Samba n'était toujours pas de retour. Della s'imaginait que, ainsi qu'il avait eu à le faire, maintes fois, il avait encore préféré rester quelques jours à Dakar, à tirer des plans sur le futur avec Matar, comme tous deux en avaient pris le pli, depuis quelque temps. Il aurait quand même pu téléphoner, murmura Della, dans un tendre reproche à son époux. Elle eut subitement froid. Elle sentit son corps s'engourdir et s'endolorir et sa tête lui faire mal, comme si elle avait attrapé un début de grippe. Les heures passèrent, et soudain, la sonnerie du téléphone carillonna. La nuit était avancée. La maison n'était pas loin de l'extinction des feux. Della décrocha. Elle eut au bout du fil un homme à la voix rauque, mais étrangement calme. Bonsoir, vous êtes bien Madame Diop. Votre mari a eu un malaise sur le chemin du retour. Nous l'avons retenu en observation à l'hôpital. Vous voudrez bien envoyer, ce soir même, un homme, parmi vos proches, pour les formalités, de simples formalités. Mes hommages, et bonne soirée, madame. Et il raccrocha, sans attendre de réponse. C'était le médecin-colonel Amadoun Dié, le directeur de l'hôpital. Ndella eut brutalement la sensation que le monde s'effondrait autour d'elle. Elle avait vite fait de comprendre, à la simple intonation de la voix de son interlocuteur, que Samba n'était plus de ce bas monde, ou qu'il n'était pas loin de le quitter. Elle n'en perdit pas son calme. Elle s'assit sur son lit, invoqua longuement Dieu, avant de demander à l'oncle Baïdam Diop d'aller rapidement répondre au pressant appel du directeur de l'hôpital. Quand Baïdam arriva sur les lieux, il n'y avait effectivement plus rien à faire. Samba s'en était allé. On lui fit formellement identifier son cadavre qui avait été rendu présentable par des agents de la morgue. Un drap blanc couvrait son corps de géant torturé par l'accident. Un bandage maculé de sang enserrait sa tête dont les fractures étaient visibles. Ainsi, en cette douloureuse soirée, Samba venait de boucler abruptement sa 58e année. Un mois plus tôt, il avait définitivement pris sa retraite, après le bénéfice de 3 années de prolongation de service. Il n'avait pas été facile de lui trouver un remplaçant. Avec sa pension trimestrielle d'ancien combattant mutilé de guerre et son salaire de fonctionnaire, il avait pu, patiemment, agrandir en surface sa maison et y construire autant de bâtiments que nécessaire pour héberger sa famille. Celle-ci s'était élargie au fil du temps, avec les 4 autres garçons mis au monde par Della,
après Mademba l'aîné, et auxquels s'étaient ajoutés les 3 enfants de Kumba Fall. Samba avait épousé cette proche parente, en secondes noces, pour que la première dame eût une sœur pour la seconder dans les pesantes charges domestiques de la maison. C'est ainsi qu'il lui avait confessé son choix, dans le secret de leur intimité. Elle l'avait voulu et en avait convenu. Et il en fut ainsi. La maison de Samba était également un hôtel humanitaire. De nombreux enfants, de parents et d'amis vivant dans des villages éloignés de la ville, y étaient généreusement hébergés, tout le temps requis par leur formation secondaire, après qu'ils eurent réussi au concours d'entrée en classe de 6e des lycées et collèges. Et, quotidiennement, les lundis de marché plus que les autres jours, la maison était bondée de visiteurs. Les uns accompagnaient le maître des lieux, de son bureau à sa demeure. Les autres l'attendaient, dans la cour, sur des nattes à l'ombre des arbres de la maison. Samba ne s'en était jamais plaint. Il aimait recevoir, partager et faire plaisir. Chez lui, c'était tous les jours table ouverte, au déjeuner comme au dîner, avec la dévouée complicité des maîtresses de maison, Della et Kumba. Il était toujours rayonnant du bonheur de tendre une main secourable à son prochain, de partager sa nourriture avec lui, de le dépanner financièrement, de lui rendre service. Élu à l'unanimité président de la Fédération des anciens combattants et victimes de guerre du Cayor, en 1965, quelques 5 années après l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, il aida nombre de ses pairs à accomplir les démarches requises pour pouvoir bénéficier des droits que leur conférait leur participation à la Deuxième Grande Guerre. Pour obtenir la carte du combattant, il fallait fournir les justificatifs comme quoi on avait appartenu à une unité effectivement engagée dans le conflit, qu'on avait été fait prisonnier ou été blessé, ou encore été atteint d'une maladie liée à la guerre. Les procédures n'étaient guère à la portée de tous ses frères d'armes, surtout qu'ils étaient la plupart totalement analphabètes et avaient du mal à se retrouver dans leurs papiers militaires, s'ils ne les avaient pas égarés au fil de leur pénible pérégrination. Samba fit leur bonheur, en les aidant à se mettre administrativement à jour et donc à améliorer leurs conditions de vie, autant que pouvaient le leur permettre les maigres pensions que leur versait la France. Samba s'était toujours plaint du fait que le traitement des vétérans métropolitains était de plus de 10 fois supérieur à celui de leurs homologues africains, alors que, pendant la guerre, il n'y eut nulle discrimination entre eux, quand il s'était agi de faire face au feu des canons et des mitrailleuses. Malgré son handicap, Samba faisait forte impression avec sa haute stature, sa carrure de lutteur et sa voix de stentor. Il était même très intimidant, quand il lui arrivait de tonner de colère. Il était entier et n'allait pas par 4 chemins pour asséner ses vérités à qui voulait les entendre, ou pas. Sa famille, ses parents et amis gardèrent de lui, le souvenir inoubliable d'un homme entier, altier, digne, altruiste, généreux et d'une gentillesse particulière. Il fut une des plus grandes figures du terroir, un homme authentique, fidèle à ses convictions, comme en amitié. Étrange destin que celui de cet homme. Il avait survécu aux affres d'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Mais, 30 années après un retour mouvementé au pays, après avoir donné le meilleur de lui-même aux siens et aux autres, le voilà qui perdait la vie dans un absurde accident de la route. Ses funérailles furent grandioses. Ils étaient tous là, venus de toutes les contrées du Cayor et également de la capitale, des hommes et des femmes unis dans douleur, comme pouvaient l'être des parents et des amis qui avaient perdu un être exceptionnel. Des dignitaires civils et religieux étaient également là, rendant les ultimes hommages aux disparus, au 3e et 8e jour. Et puis tout le monde s'en alla. La mort de Samba créa rapidement le vide autour de sa famille. Les amis et les parents proches ou lointains qui envahissaient la maison espacèrent leurs visites, pour s'y faire très rares, voire invisibles. La main généreuse qui les soutenait n'étant plus, ils avaient fini par la déserter pour d'autres cours plus opulentes. Dignes et fidèles aux valeurs et vertus dans lesquelles elles avaient été élevées et qu'elles avaient vivifiées dans le giron de Samba, les 2 veuves se sublimèrent, pour la survivance de l'œuvre familiale de leur défunt mari, tant pour l'entretien de la maison, que pour l'éducation des enfants, dans le même esprit.